Le documentaire inclut des détails sur ce que Betsy Hackman recherchait avant sa mort, du point de vue des policiers. Un climat de suspicion plane sur la mort de l'acteur oscarisé Gene Hackman et de son épouse, dont les corps ont été retrouvés à leur domicile de Santa Fe. Personne n'avait vu le couple depuis plusieurs jours et les autorités affirment qu'ils étaient décédés depuis un certain temps. Gene Hackman possédait un tunnel secret sous sa propriété et les analyses ADN qui y ont été effectuées sont une mauvaise nouvelle pour lui, non pas pour son héritage ou l'image qu'il projette auprès du public, mais pour sa vie personnelle, pour les choix qu'il a faits et pour ce que les enquêteurs fédéraux peuvent désormais prouver qu'il agissait délibérément dans les années précédant sa mort. Ces résultats ont entraîné un classement immédiat de l'affaire au titre de la sécurité nationale. Le dossier a été retiré des procédures d'enquête habituelles en quelques heures. De nouveaux détails sur l'enquête concernant la mort de l'acteur Gene Hackman, notamment une vidéo récemment publiée, sont désormais disponibles. Et lorsqu'on comprend ce que les matières biologiques trouvées dans ce tunnel ont réellement confirmé concernant les agissements de Hackman, non seulement l'existence du tunnel, mais aussi ce qu'il savait, ce qu'il a choisi et ce qu'il a gardé secret, l'histoire cesse d'être un mystère. Elle devient un verdict, une version officielle que personne n'a remise en question. Lorsque Gene Hackman est décédé dans sa propriété de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, d'une valeur de 4 millions de dollars, l'explication officielle semblait s'être écrite d'elle-même. Il avait 95 ans. Sa femme, Betsy Arakawa, était déjà décédée. Un homme âgé, isolé dans son chagrin, se retirant du monde jusqu'à ce que son corps le lâche. La cause du décès de Betsy a été attribuée à une grave infection virale. Celle de Gene, à une insuffisance cardiaque. Le récit était simple, le récit était humain, le récit était faux. Pour la plupart des gens, même l'arrivée immédiate des agents fédéraux à la propriété est passée presque inaperçue. Les images des caméras corporelles de la police montrent les adjoints découvrant Arakawa, âgée de 65 ans, morte dans une salle de bain. Hackman, âgé de 95 ans, a été retrouvé mort près de la cuisine, à proximité de la porte d'entrée. Un homme aussi riche et célèbre que Hackman méritait bien une certaine prudence, n'est-ce pas? L'intervention du FBI fut considérée comme relevant du protocole habituel lors de changements de propriétaires inattendus, de propriété, de prestige. Les lourds portails en acier, les détecteurs de mouvement entourant la propriété, les caméras thermiques installées à intervalles réguliers le long des murs d'enceinte. Autant d'excentricités attendues d'une légende hollywoodienne qui avait passé des décennies à se défendre contre les paparazzis. Les accords de confidentialité imposés légalement à toutes les personnes ayant travaillé sur le domaine. Raisonnable, privé, compréhensible. Et c'est précisément ce qui a rendu cette couverture si efficace. La propriété elle-même entretenait l'illusion. Entourée de solides murs de pierre, elle était totalement dissimulée du réseau routier principal de la région. Des décennies d'isolement délibéré avaient normalisé chaque mesure de défense. Lorsque Gene Hackman s'est retiré définitivement de la vie publique, le domaine était moins connu comme refuge de célébrités que comme périmètre de sécurité contrôlé. Personne, en passant devant la propriété, n'y prêtait attention. C'était entièrement voulu. C'est là que l'explication devient impossible. Lorsque la première équipe de police scientifique fédérale a franchi le seuil de la propriété, elle n'a pas découvert les suites d'une mort paisible. Elle a découvert une scène délibérément mise en scène. Et dès qu'elle a analysé la chronologie des événements, la véritable extraite des données du serveur de sécurité, toutes les hypothèses qu'elle avait formulées ont commencé à s'effondrer. Les médecins légistes pensent que le couple est décédé à 1 semaine d'intervalle environ. Betsy Arakawa est décédée la première d'une infection à hantavirus, tandis que Gene Hackman est décédé quelques jours plus tard d'une maladie cardiaque, la maladie d'Alzheimer étant un facteur aggravant. Betsy Arakawa est décédée 7 jours avant Gene Hackman.
Pendant 7 jours, le système de télécommunication de la propriété n'a enregistré aucun appel sortant, aucun service d'urgence, aucun membre de la famille, aucun contact médical d'aucune sorte. Pendant 7 jours, un homme de 95 ans, souffrant d'une maladie cardiaque avérée, est resté seul dans une propriété scellée avec le corps de sa femme, sans jamais utiliser le téléphone. Les enquêteurs ont récupéré les données du serveur de sécurité centrale situé au rez-de-chaussée. Ce qu'ils ont découvert n'était pas l'enregistrement aléatoire et désorganisé d'un homme accablé par le chagrin. Les meubles de la chambre avaient été déplacés. Les coffres-forts personnels avaient été forcés. Et le jour même du décès de Betsy, Gene Hackman avait saisi manuellement le code pour désactiver toutes les caméras de surveillance intérieure, toutes en maintenant les alarmes du périmètre extérieur au niveau de sensibilité maximale. Voici ce que la chronologie révèle en réalité. Cette configuration n'est pas un signe de panique. C'est une organisation rigoureuse. Il s'agit de la dissimulation délibérée d'un système et de la préservation calculée d'un autre. Un arrangement mis en place par une personne qui savait parfaitement ce qu'elle faisait et ce qu'elle devait cacher. Les analystes comportementaux chargés d'examiner les données de sécurité ont été unanimes dans leur évaluation. Il ne s'agissait pas d'un trouble émotionnel. C'était la signature indubitable d'un processus de confinement délibéré, conçu pour masquer l'environnement interne tout en maintenant la barrière externe à son intégrité maximale. Ce détail est important en raison de ce que le rapport médico-légal fédéral allait confirmer par la suite. Et parce qu'il constitue la première preuve que ce qui s'est passé dans cette propriété n'était pas un acte passif, c'était un choix délibéré. Gene Hackman a pris une série de décisions conscientes et délibérées pour préserver et protéger quelque chose sous cette propriété. L'analyse ADN et les microtraces de surface ont confirmé la preuve matérielle de ses décisions. C'est ce qui rend cette nouvelle si tragique pour lui, et pas seulement pour la compréhension publique de sa mort. Les preuves ne décrivent pas un homme pris au piège de circonstances indépendantes de sa volonté. Elles décrivent un homme qui savait exactement ce qu'il protégeait et qui a choisi, à maintes reprises jusqu'à la fin, de continuer à le protéger. Les incohérences physiques révélées par le lidar dans la roche ont contraint les agents fédéraux à creuser plus profondément, au sens propre comme au figuré. Des équipements de balayage lidar et des caméras thermiques ont été déployés sur l'ensemble de la propriété de Santa Fe. Le lidar, ou télédétection par laser, fonctionne en envoyant des impulsions laser à haute vitesse sur les surfaces et en mesurant le temps de retour avec une précision extraordinaire, permettant aux enquêteurs de construire des cartes tridimensionnelles détaillées des cavités cachées sous n'importe quelle structure sans perturber le sol en surface. Les autorités indiquent que la maladie d'Alzheimer de Hackman était si avancée qu'il a vécu dans leur maison du Nouveau-Mexique, ou plutôt qu'il a survécu une semaine avec le corps sans vie de sa femme avant de décéder à son tour. Il s'agit de la même technologie utilisée pour localiser d'anciennes cités enfouies sous l'épaisse canopée de la jungle. Ici, le système était pointé vers le bas, à travers les étages de la maison d'un homme décédé. Dès le premier balayage, il a détecté une importante anomalie de température. Celle-ci s'étendait depuis l'arrière du mur de la bibliothèque privée de Gene Hackman, plongeant à travers des dizaines de mètres de roches du Nouveau-Mexique. Les agents ont immédiatement comparé les résultats aux archives du comté et du service d'urbanisme. Ce qu'ils ont trouvé, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas trouvé, a confirmé que l'anomalie était bien plus grave. La structure souterraine que le lidar venait de détecter, cartographiée avec une précision tridimensionnelle parfaite, l'entrée n'apparaissait dans aucun document d'urbanisme déposé auprès du comté. Elle n'avait jamais été enregistrée ni divulguée. Officiellement, elle n'existait pas. L'entrée était dissimulée derrière une bibliothèque. Ce seul détail suffirait à susciter le scepticisme si le mécanisme sous-jacent n'était pas si délibérément, presque brutalement, fonctionnel.
Pas de scanner biométrique, pas d'interrupteur électronique, pas de signal sans fil d'aucune sorte. Ce qui sécurisait ce passage était un système de verrouillage mécanique complexe, intégré directement dans le bois et l'acier. Une séquence précise d'actions physiques, entièrement manuelle, exigeait une force considérable pour déverrouiller les boulons en acier massif encastrés dans le cadre. La conception était intentionnelle et spécifique. Un système insensible aux ondes radio, fonctionnant même en cas de panne de courant, insensible à la surveillance à distance, au déclenchement accidentel et à la détection par un scanner. Le concepteur de cette entrée l'avait conçu pour la pérennité, le secret et la résistance à des conditions que la plupart des gens n'auraient jamais imaginées. Les agents franchirent l'entrée et descendirent. La partie supérieure du tunnel, la plus proche du niveau du sol, était renforcée par du béton coulé et des poutres d'acier. Le docteur Marcus Alford, ingénieur en structure rattaché à l'équipe fédérale d'intervention médico-légale, a examiné l'espacement des rivets et est resté silencieux pendant quelques secondes avant de prendre la parole. L'espacement et la méthode de coulage étaient conformes aux normes de construction de sécurité de niveau militaire des années 1950. Exactement. Il a indiqué à l'enquêteur principal qu'en 30 ans d'évaluation structurelle, il n'avait observé cette configuration de rivets qu'à 2 autres endroits. Il s'agissait de 2 installations fédérales classifiées. Mais à 12 mètres de profondeur, tout a basculé. Le béton industriel a disparu. Les poutres d'acier ont laissé place à des parois de pierre brute, sculptées de milliers de marques d'outils primitifs. La qualité de l'air dans la partie inférieure du tunnel a révélé quelque chose de profondément inquiétant. Des gradients thermiques anormaux, des variations brusques d'humidité et une forte concentration de particules métalliques oxydées en suspension dans l'atmosphère. On y retrouve la signature chimique laissée par une exposition prolongée à des matériaux et des procédés qui n'avaient rien à faire à l'intérieur d'une grotte naturelle scellée. Le noyau de pierre taillé à la main de ce tunnel n'était pas une construction moderne. Il faisait partie d'une ancienne formation géologique artificielle, sculptée par l'homme bien avant la construction de la partie supérieure de qualité militaire et bien avant même que le tunnel lui-même ne soit posé sur ce sol. Quel que fût l'usage initial de ce tunnel, il était antérieur aux constructions des années 1950 qui l'ont dissimulé. Il était antérieur à la propriété elle-même. Il était peut-être même antérieur à toute personne vivante qui en connaissait l'existence. Ce n'était pas un bunker avec une partie ancienne. C'était une structure antique, renforcée, militarisée et enfouie sous une propriété privée dans le but délibéré qu'elle reste secrète. Si vous suivez cette enquête depuis le début, vous savez déjà que la découverte au fond de ce tunnel va tout changer. Ce que l'équipe fédérale était sur le point de découvrir dans cette chambre et ce que l'analyse ADN allait confirmer quant aux conditions biologiques qui y régnaient a déclenché une procédure de classification qui a bouclé toute l'affaire en quelques heures. Si vous souhaitez être informé de ce genre d'histoire, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car la suite est ce qu'ils voulaient garder secret. Puis, les résultats des analyses microbiologiques sont arrivés. Ce que l'ADN a confirmé, les échantillons de poussière prélevés sur le mécanisme de verrouillage du tunnel ont révélé une histoire qui a complètement réorienté l'enquête. Raymond Voss, technicien spécialisé en criminalistique, rattaché à l'équipe fédérale de police scientifique du bureau d'Albuquerque, a été le premier analyste à examiner les engrenages du système de verrouillage de la bibliothèque à la loupe. Il avait reçu pour instruction de rechercher tout élément incompatible avec une longue période d'inutilisation. Ce qu'il découvrit le poussa à poser ses instruments et à appeler son supérieur avant même d'écrire un seul mot dans son rapport. Les marques d'abrasion métallique sur les engrenages internes étaient récentes. Ni des mois, ni des années, seulement quelques jours, correspondant avec une précision quasi médico-légale à l'intervalle de 7 jours séparant la mort de Betsy Arakawa de celle de Gene Hackman. L'implication était indéniable. Un homme de 95 ans, en phase terminale d'insuffisance cardiaque, n'avait pas passé ses derniers jours alité.
Il était descendu dans ce tunnel. Il avait actionné ses lourdes serrures mécaniques. Il était descendu dans l'obscurité froide et souterraine à un moment donné durant ces 7 derniers jours, puis était remonté avant de s'effondrer définitivement. Mais c'est l'analyse ADN, effectuée sur des matières organiques prélevées au plus profond du tunnel, qui a radicalement changé la nature de l'enquête et a produit des résultats que les autorités fédérales ont immédiatement classifiés. Les tests ADN n'ont révélé aucune preuve d'une occupation occasionnelle ni d'un simple stockage de longue durée. Le matériel génétique récupéré dans les parties les plus profondes de la chambre souterraine indiquait une exposition à des conditions biologiques qui ne devraient pas exister dans un espace souterrain isolé sous une propriété privée à Santa Fe. La classification précise des éléments identifiés n'a pas été rendue publique. Ce qui a été confirmé par des sources proches de l'équipe médico-légale initiale, c'est que les résultats ADN ont entraîné une intensification immédiate de la réponse fédérale. L'affaire a été retirée des procédures d'enquête classiques et soumise à des protocoles de classification généralement réservés aux questions d'infrastructures de sécurité nationale en activité et non à la simple curiosité historique. Une préoccupation majeure et permanente. La présence de matières organiques dans cette chambre ne pouvait s'expliquer par un hasard. Elle confirmait que le tunnel n'était pas resté inactif pendant un certain temps. Quelque chose d'organique, ayant produit des traces d'ADN exploitables, était à l'œuvre dans cet espace. Et les autorités compétentes pour classifier cette découverte ont décidé, quelques heures seulement après l'avoir reçue, que le public n'avait pas besoin d'en connaître la nature. Quoi que Gene Hackman ait fait dans ce tunnel, quoi qu'il ait surveillé et protégé, cela revêtait une importance capitale pour l'État, bien au-delà des choix privés d'un acteur retraité vivant paisiblement dans le désert du Nouveau-Mexique. Une chronologie inexplicable. Le hic, c'est que les analyses ADN ne sont pas le fruit du hasard. Elles s'inscrivent dans une chronologie précise que les enquêteurs peinaient déjà à expliquer. Considérons ce que les données de sécurité avaient déjà établi avant même les résultats des analyses ADN. Betsy Arakawa meurt. Le même jour, Gene Hackman désactive manuellement toutes les caméras de surveillance internes de la propriété, tout en maintenant les alarmes périmétriques au maximum. 7 jours s'écoulent sans aucun contact avec l'extérieur. L'analyse microforensique du système de verrouillage mécanique, réalisée par Raymond Voss, confirme que le tunnel a été utilisé durant cette période. Or, l'analyse ADN des prélèvements effectués au point le plus profond de la chambre souterraine révèle une activité biologique incompatible avec une dormance prolongée. Pris individuellement, chacun de ces éléments pourrait théoriquement s'expliquer. Un homme désactivant ses caméras dans les premières heures de son deuil. Un homme âgé désorienté, descendant peut-être un escalier qu'il n'aurait pas dû emprunter. Une contamination ADN due à des décennies de contact humain. Mais, mises bout à bout, ces explications s'effondrent, car elles convergent toutes vers la même conclusion. Un homme qui, dans les derniers jours de sa vie, souffrant d'une défaillance cardiaque, accomplissait des tâches spécifiques dans un ordre précis, ni au hasard, ni sous le coup de l'émotion, mais avec la précision méthodique de quelqu'un exécutant un protocole maintes fois répété. C'est ce détail qui a échappé à tous les premiers reportages. La réaction des autorités fédérales l'a confirmé. Lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux du décès accidentel d'un vieil homme désorienté, ils ne classent pas immédiatement les constatations médico-légales. Ils ne déploient pas de matériel de brouillage des signaux à la faveur de la nuit. Ils n'imposent pas de blocage de sécurité nationale au dossier de plainte municipale datant de 2019. La rapidité et la nature de la réaction du gouvernement en disent plus long sur la réalité des faits que n'importe quel communiqué de presse. Et tenez-vous bien, les analyses ADN n'étaient pas la seule anomalie biologique détectée dans la chambre.
Des échantillons atmosphériques prélevés dans la partie la plus profonde du tunnel ont révélé la présence de composés chimiques associés à des processus métaboliques organiques et non à des résidus anciens ou à des émanations géologiques, des composés actifs produits par des écosystèmes biologiques vivants. Cette découverte a été classée dans le même ordre que l'analyse ADN. Les deux ont été scellés dans le même intervalle de 12 heures. Forte de ces informations, l'équipe d'enquête descend maintenant vers la paroi opposée de la chambre où se termine le câble analogique, vers la structure qui s'y trouve. Et ce qu'ils sont sur le point de découvrir va bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur les activités de Gene Hackman dans cette chambre, tout au fond. Lorsque l'équipe d'enquête au complet atteignit le fond du tunnel, elle pénétra dans une chambre qui démonta tous les dispositifs qu'elle avait apportés. Le sol en pierre naturelle avait été délibérément nivelé. Sa surface était gravée d'un système complexe de coordonnées astronomiques. Une cartographie précise des orbites planétaires qui impliquait des connaissances mathématiques avancées, totalement incompatibles avec un usage privé occasionnel. Des caisses en bois jonchaient le sol, contenant des composants métallurgiques d'origine inconnue, dont beaucoup étaient coulés d'une seule pièce, sans soudure. Un procédé de fabrication sans précédent dans la métallurgie industrielle du début du 20e siècle. Mais rien de tout cela n'arrêta les visiteurs. Un système de communication en circuit fermé était dissimulé le long du mur de pierre brute fixé par des supports métalliques résistants à la corrosion. Un épais câble coaxial, isolé par du caoutchouc industriel dense, traversait directement le mur et s'enfonçait sur plusieurs dizaines de mètres dans la roche-mère avant de se terminer au cœur de la chambre souterraine. Claire Souza, analyste des systèmes électriques détachée d'une unité fédérale d'évaluation des infrastructures, fut chargée d'examiner le circuit. Elle confirma officiellement qu'il ne s'agissait pas d'un vestige d'une ancienne rénovation. Après avoir remonté la source d'alimentation et découvert un système de piles alcalines fonctionnant de manière totalement indépendante du réseau électrique du domaine, dimensionné et configuré pour fonctionner sans interruption même en cas de panne de courant général, elle confia à ses collègues qu'il s'agissait de l'une des infrastructures électriques les plus abouties qu'elle ait jamais évaluées en dehors d'un site classifié. Le système était actif. Son boîtier de protection portait des traces évidentes de nettoyage régulier et d'un entretien méticuleux, effectué avec un soin constant pour résister à l'humidité ambiante de la caverne. Lorsque Souza démonta les connecteurs pour examiner l'intérieur, elle n'y trouva ni microphone, ni haut-parleur, ni aucun mécanisme de communication vocale, dans les deux sens. Le câble se terminait par un imposant transducteur de signal mécanique, un dispositif dont la seule fonction était de capter les vibrations de très basse fréquence lorsqu'il était pressé contre des surfaces solides. De minuscules fluctuations de pression. De subtils mouvements se propageant à travers les épais murs de pierre étaient convertis en signaux électriques. Ces signaux étaient ensuite transmis vers le haut par un câble enterré, directement à un haut-parleur de surveillance dissimulé dans les appartements privés de Hackman, situé à l'étage. Pendant des années indéterminées, Gene Hackman n'avait pas simplement vécu dans cette demeure, il y était en poste, n'écoutant ni voix, ni émission, ni le monde extérieur, mais les vibrations de ce qui appuyait contre un mur scellé, 12 mètres sous le sol de sa chambre. La porte qu'on ne pouvait ouvrir. Au bout de ce câble analogique, collé à la structure la plus profonde, contre la paroi la plus éloignée de la chambre, où la caverne se rétrécissait en un passage étrange, se dressait une massive porte en fer. Elle n'était pas faite de matériaux balistiques modernes. C'était de l'acier au carbone, patiné par le temps, parfaitement plat. Ni poignée extérieure, ni serrure mécanique, ni clavier électronique, ni charnières apparentes sur aucune des deux faces. Chaque joint sur son périmètre, chaque point de jonction entre la porte et le cadre en pierre naturelle qui l'entourait avait été scellé par des soudures continues, ininterrompues, permanentes, réalisées entièrement de l'extérieur. C'est ce détail qui a fait dérailler toute l'enquête.
Une porte de bunker est conçue pour protéger ses occupants contre toute intrusion. La poignée, le verrou, les charnières, le mécanisme de verrouillage, tout est là pour que les personnes à l'intérieur gardent le contrôle. Elles peuvent l'ouvrir, elles peuvent sortir. Mais une porte soudée de l'extérieur, sans aucun mécanisme apparent, obéit à une logique totalement différente. Ce n'est pas une porte conçue pour protéger. C'est une porte conçue pour contenir, pour sceller, pour garantir que ce qui se trouve de l'autre côté y reste définitivement et sans condition. Lorsque ce simple détail est parvenu aux enquêteurs fédéraux, il a bouleversé tout le récit de cette affaire. Les hauts murs de pierre, les accords de confidentialité stricts qui effaçaient légalement toute trace des employés des registres publics, l'isolement total par rapport aux infrastructures routières et de services publics environnantes. La désactivation délibérée par Gene Hackman de ses propres caméras de surveillance interne dans les heures qui ont suivi la mort de sa femme. Considérée sous cette porte en acier soudé, aucune de ces mesures ne ressemble aux précautions prises pour préserver la vie privée d'un homme célèbre lassé des caméras. Il ne se protégeait pas lui-même du monde. Il protégeait le monde de ce qui se trouvait de l'autre côté de cette barrière scellée. Pendant des années, peut-être même durant les 20 dernières années de sa vie, Gene Hackman fut le seul gardien civil d'une structure de confinement géologique, utilisant les défenses périmétriques de sa propriété pour empêcher tout accès accidentel à l'entrée du tunnel. Il s'appuyait sur le câble analogique et le haut-parleur de surveillance pour suivre en permanence la pression, le rythme et les vibrations de ce que la porte de fer retenait. Il vérifiait jour après jour que le sceau physique restait intact. L'ampleur de ce qu'il portait seul fut révélée au grand jour par la réaction des autorités fédérales. Il disposait sur place d'un équipement de découpe plasma, des outils industriels capables de percer n'importe quelle structure en acier en quelques minutes. Aucun agent présent n'était autorisé à l'utiliser. Des spécialistes de la sécurité nationale se tenaient devant cette porte rouillée, analysaient les lignes de soudure, documentaient la carte astronomique gravée dans le sol et prenaient une décision. Tout resterait scellé. La barrière est restée infranchissable. Ils ont refusé d'ouvrir ce qu'un homme avait passé sa vie entière à garder secret. Le blocus informationnel. Dès que les rapports techniques détaillant la porte soudée, le câble d'écoute et les résultats ADN classifiés sont parvenus au commandement central, la collecte de preuves sur le site a été immédiatement stoppée. Un blocus informationnel total a été imposé dans toute la zone. Aucun document médico-légal n'a été communiqué à la presse. Les journalistes locaux qui tentaient d'approcher le périmètre ont été refoulés par la police militaire. La propriété des terres forestières environnantes a été placée sous contrôle gouvernemental spécial, justifié par des dispositions d'urgence relatives à la sécurité nationale. Toutes les demandes d'accès à l'information visant à obtenir les plans du site ont été refusées en vertu des protocoles de classification les plus stricts. Voilà un détail qui devrait vous glacer le sang. Et puis, l'effacement des données a été découvert. Des enquêteurs indépendants qui tentaient de récupérer des archives municipales ont constaté que les plaintes déposées par des résidents entre 2019 et aujourd'hui, des rapports soumis par des personnes vivant à plusieurs kilomètres du domaine, avaient été systématiquement supprimés de toutes les bases de données de l'État accessibles aux chercheurs civils. Ces plaintes décrivaient une vibration mécanique récurrente de basse fréquence provenant du sous-sol, se produisant régulièrement vers 2 heures du matin. Des capteurs sismiques civils avaient enregistré ces perturbations à l'époque. Les autorités locales les avaient alors écartées par écrit, les attribuant à des interférences du réseau d'eau potable ou du chauffage urbain. Ces archives avaient disparu de tous les systèmes d'information de l'État. Les convois militaires non identifiés qui arrivèrent sur les lieux de nuit dans les jours qui suivirent de la découverte du domaine étaient équipés de dispositifs de brouillage. Leur déplacement ne ressemblait en rien à une opération de fouilles archéologiques ni à une intervention classique des services médico-légaux fédéraux.
Il s'agissait de la rotation coordonnée d'un dispositif de gestion des risques manifestement en place depuis longtemps sous une forme ou une autre. Un dispositif qui savait déjà ce qui se trouvait là et qui attendait simplement le moment opportun pour intervenir à nouveau. L'ensemble des preuves matérielles aboutit à une conclusion profondément troublante. Une autorité puissante et invisible connaissait depuis longtemps l'existence du tunnel, de la chambre, de la porte de confinement et du système d'écoute. Elle n'a pas considéré cela comme une découverte récente. Ils ont entrepris de récupérer ce bien, un bien qu'ils avaient apparemment laissé à un seul civil pendant des décennies, à ses propres frais, pour l'entretenir, le financer et le garder, tandis qu'il restait opportunément invisible. Ce n'est que lorsque le dernier gardien s'est effondré qu'ils sont sortis de l'ombre pour reprendre ce qu'ils avaient toujours surveillé. Et voici la question que personne, dans les premiers articles de presse, n'a posée. Si Gene Hackman avait réellement agi seul, s'il s'agissait simplement de l'obsession personnelle d'un vieil homme excentrique, pourquoi le gouvernement fédéral disposait-il déjà d'un protocole d'intervention classifié? Pourquoi des équipes de découpe au plasma étaient-elles autorisées à intervenir sur place, mais interdites d'utiliser leur matériel? Pourquoi un refus d'accès à l'information a-t-il été émis quelques heures seulement après les premières demandes, à un niveau de classification exigeant l'approbation d'une instance d'habilitation de sécurité nationale dont les procédures ne sont pas rapides? La rapidité de cette réponse ne traduit pas une découverte inattendue de la part du gouvernement. Elle révèle plutôt la gestion par un gouvernement d'une situation connue qui venait d'être rendue publique. Les 7 derniers jours. Lorsque les preuves microforensiques, les données de transmission du signal, les résultats ADN classifiés et la porte soudée scellée sont examinés conjointement, le silence de Gene Hackman durant les 7 jours suivant la mort de Betsy ne peut plus être expliqué par le chagrin, le choc ou un effondrement psychologique. Il s'agissait d'un protocole de sécurité appliqué à l'extrême par un homme qui comprenait parfaitement les conséquences d'un échec. Au moment où Betsy a rendu son dernier souffle, le cœur défaillant de Hackman a été confronté à un calcul implacable. Un simple appel d'urgence aurait déclenché une réaction en chaîne incontrôlable. Police locale, services d'urgence, équipe médico-légale, médias. Des personnes ignorant tout des protocoles de confinement, de l'existence du tunnel et de ce qui était scellé à 12 mètres sous le sol de la bibliothèque. Elles circulaient dans les couloirs. Ils fouilleraient les pièces. Inévitablement, ils atteindraient la bibliothèque. Et la simple curiosité humaine, non par malice, mais simplement l'instinct d'enquêteurs faisant leur travail, aurait pu perturber le mécanisme de verrouillage, interrompre la ligne de signalisation ou attirer l'attention sur la porte de fer et ce qui se trouvait derrière. Il fit un choix. Il désactiva les caméras de surveillance interne, s'assurant ainsi qu'aucun enregistrement de ses derniers mouvements ne puisse être retrouvé. Il descendit les marches de pierre une dernière fois. Il actionna les lourds verrous mécaniques, vérifiant que le confinement restait intact. Il remonta à la surface. Et dans la maison scellée et silencieuse, tandis que le haut-parleur de surveillance de ses appartements privés continuait de diffuser le rythme basse fréquence provenant du socle rocheux, il s'assit et écouta jusqu'à ce que son cœur cesse enfin de battre. L'incident de Santa Fe fut classé sans suite, sans explication publique. Les structures d'ingénierie anormales, les coordonnées astronomiques, les résultats ADN classifiés, le circuit de surveillance analogique actif. Rien de tout cela n'aurait jamais pu être élucidé par une enquête classique. Tout fut géré, transféré et enterré une seconde fois. Cette fois, sous les protocoles de classification plutôt que sous la roche-mère. Le contrôle est passé des mains tremblantes d'un civil vieillissant à la machinerie silencieuse et calculée d'un appareil gouvernemental qui, apparemment, ne s'était jamais vraiment retiré. Les agents se sont retirés. Les systèmes LIDAR ont été emballés et emportés. La propriété a disparu des archives publiques. Sous la roche-mère, la porte en fer corrodée demeure, ses soudures intactes. Et bien en dessous de la surface du désert de Santa Fe, hors de portée de la perception ordinaire,
Cette vibration basse fréquence poursuit son rythme mécanique, exactement comme du temps où Gene Hackman était vivant pour l'entendre. Ce qu'il a écouté toute sa vie est toujours là. Seul celui qui l'écoutait a été remplacé. Si cette histoire a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses, c'est normal. Abonnez-vous pour découvrir d'autres enquêtes qui vont là où les archives officielles s'arrêtent. Nouvelles vidéos chaque semaine.